Bienvenue dans le débat sur France 24. L'affiche de l'affiche, le Maroc contre la France en demi-finale au Qatar. Pour la première fois, une équipe africaine se qualifie en demi-finale. Les Bleus contre les Lions de l'Atlas. Cette demi-finale de la Coupe du Monde va-t-elle faire l'histoire? Eh bien, on va en débattre en attendant le match, justement, avec à mes côtés Silver-Henri Cissé. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et consultant en sport international, membre du Conseil scientifique Sport, Histoire et Citoyenneté pour Paris 2024. Bienvenue. Merci à vous. En face de vous, Idbihal Tella. Bonsoir, Idbihal, journaliste à France 24. Et vous avez d'ailleurs travaillé sur le football et l'influence du Qatar. Bonsoir. Nous avons avec nous Gernot Rohr. Bonsoir, ancien joueur, sélectionneur. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez entraîné la Tunisie, le Gabon pour la CAN, le Niger aussi, le Burkina Faso et le Nigeria avec la dernière Coupe du Monde. Donc vous allez pouvoir nous raconter plein de choses. Nous avons avec nous en direct de Doha au Qatar Elliot Samuel, notre envoyé spécial, l'un de nos envoyés spéciaux en tout cas. Bonsoir Elliot. Bonsoir Stéphanie. Deux équipes en demi-finale de la Coupe du Monde du Qatar qui donc feront ou pas l'histoire. C'est la question qu'on va poser. Comment les Bleus et les Lions de l'Atlas se préparent-ils? On voit ça d'abord en image avec David Gilbert. Ils sont bien décidés à poursuivre l'exploit jusqu'au bout. Après avoir créé la surprise en éliminant des équipes largement favorites comme la Belgique, l'Espagne et le Portugal, les Marocains ne se cachent plus. Face aux Bleus tenants du titre, les Lions de l'Atlas refusent tout complexe d'infériorité. C'est pas comme ça qu'il faut qu'on pense. On va aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et c'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Pour aller encore plus haut, le Maroc pourra compter, comme lors des tours précédents, sur l'avantage d'un stade acquis à sa cause. 40 000 supporters marocains seront présents dans le stade contre 3 000 Français. Mais sur le terrain, c'est surtout la solidité défensive qui fait du Maroc un adversaire redoutable. Un seul but encaissé depuis le début de la compétition. Le capitaine et défenseur central Romain Saïs, blessé en quart de finale, devrait tenir sa place, tout comme le latéral Nousser Mazraoui. Des atouts dont se méfie l'équipe de France. Cette équipe a une capacité à très bien défendre, très bien défendre, et tous les adversaires pour le moment n'ont pas trouvé la solution. Il ne faut pas perdre de temps dans la performance. Bien sûr qu'il faut de la patience, mais il faut attaquer fort. Il faut attaquer fort et essayer de percer ce mur marocain le plus tôt possible dans le match. Les projecteurs seront donc de nouveau braqués sur le quatuor offensif français et sa superstar et meilleur buteur de la compétition, Kylian Mbappé. Mais il faudra aussi maintenir un certain équilibre pour ne pas se faire prendre en contre par les Marocains qui ont montré leur capacité dans ce domaine. Et le bloc des Bleus pourrait être amoindri. Le milieu Adrien Rabiot et le défenseur Dayot Upamecano, très performants jusqu'ici, sont incertains pour le match de ce soir. En direction tout de suite le Qatar, Al-Khor et non pas Doha, là où a lieu justement le match. Elliot Samuel s'y trouve pour France 24. On parle beaucoup de la ferveur dans le stade en faveur du Maroc. Est-ce que c'est ce qui se passe véritablement? Il y a un soutien au Maroc très important sur place. Ah oui, c'est une vague rouge qui va envahir ce Al Bayt Stadium d'Al-Khor. Plus de 50 000 supporters marocains sont attendus ici. La FIFA avait parlé officiellement de 14 000 supporters marocains, mais on peut vous dire qu'ils sont bien plus nombreux. Des supporters marocains qui à chaque fois ont énormément donné de la voix à chaque match des Lions de l'Atlas. Mais là vraiment, c'est des supporters de plein de pays arabes et de plein de pays africains qui sont derrière cette équipe du Maroc, première nation africaine, on le rappelle, à avoir disputé une demi-finale de Coupe du Monde. En face, les supporters français, ils vont avoir énormément de mal à se faire entendre. Seulement 3000 supporters français présents dans ce Al Bayt Stadium. Ça va être évidemment très compliqué pour eux face à cette vague rouge. Gernot Rohr, vous qui avez entraîné de nombreuses équipes en Afrique, on ne peut pas vraiment séparer le football et la politique. Il y a le football et puis il y a au-delà du football. J'écoutais ce matin l'écrivain marocain Tahar Benjeloun qui lui évoquait cette demi-finale comme un événement équivalent à celui de l'avènement de Mohamed VI. C'est quand même incroyable. Oui, évidemment, c'est un événement qui ne s'était jamais produit jusque-là. Beaucoup d'équipes africaines avaient rêvé de ça. Nous aussi avec le Nigeria. Mais quand on se rappelle, il y a 4 ans, à la Coupe du Monde, aucune équipe africaine a réussi à sortir
groupe et on a échoué de très peu, le Nigeria, mais aussi le Sénégal, pour un carton jaune. Ils n'ont pas pu se qualifier. Donc là, maintenant, il y a eu quand même un résultat bien meilleur. Et avec le Maroc, il y a toute l'Afrique qui vibre. Mais nous, dans le football, on ne s'occupe pas de la politique. Nous, on s'occupe de nos joueurs, de notre tactique, de notre organisation. Mais je sais qu'autour, forcément, il y a une importance énorme en ce qui concerne la culture et la politique de tous ces pays. Silver, c'est vrai que c'est pas seulement du foot, le foot, on le voit bien aujourd'hui. D'ailleurs, certains évoquent, j'ai entendu l'ancien protectorat français au Maroc, en disant que s'il remporte le match, eh bien, ça sera la deuxième victoire de l'indépendance. Il y a quand même une identification même de l'Afrique à cette équipe marocaine. Alors, c'est le sentiment d'appartenance dont il faut parler. Sentiment d'appartenance, on a pu s'en rendre compte dès la qualification. C'est tout le monde arabe qui s'est retrouvé derrière cette équipe. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire après cette qualification en demi-finale. C'est-à-dire que d'une part, les pays qui étaient en conflit, ont déposé les armes, et ça c'est la magie du sport et du football. Ils se sont arrêtés. Le Yémen, eh bien, on a senti qu'au Yémen, par exemple, le conflit s'est arrêté. En Irak, eh bien, il y a eu moins de tensions. On a senti que dans tout l'espace arabe, il y avait vraiment une sorte d'unité. Et au Maroc, il s'est passé quelque chose là aussi d'extraordinaire. On a vu que tout le monde était derrière le drapeau, tout le monde était derrière cette équipe, et on a une population qui sort quand même d'une situation assez difficile, hein, parce qu'il y a eu quand même la sécheresse, les incendies, il y a la crise économique qui est très très forte, et aujourd'hui c'est un peu derrière. Donc il y a, le football agit comme une sorte de catalyseur extraordinaire qui amène tout un peu vers la joie et surtout ce sentiment d'appartenance à une même zone. Ibdial, vous qui êtes marocaine, vous avez un petit peu, vous pourriez dire ce qu'a dit Tahar Benjeloun ce matin en disant c'est aussi important que l'avènement de Mohamed VI. Alors, avant de répondre à la question, je veux rebondir. D'ailleurs, en fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'on a appelé le football l'opium des peuples, parce qu'aujourd'hui, à travers le football, on a arrivé à transcender beaucoup de conflits et que ça a dépassé toutes les frontières. On a arrivé à réunir tout un continent, l'Afrique, et même plusieurs pays, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, les pays arabes qui vivent aujourd'hui beaucoup de conflits, qui vivent beaucoup de crises sociales, économiques. Mais aujourd'hui, le football a arrivé à unir ces pays et c'est incroyable. Et revenons à Tahar Benjeloun, moi je dirais quand même que c'est une comparaison grandiose. Moi, j'ai pas vécu l'époque de Hassan II, donc je peux pas faire une telle comparaison. Mais en tout cas, c'est sûr que pour les binationaux, c'est un événement incroyable parce que c'est une confrontation footballistique, certes, mais c'est aussi qu'il y a de grandes significations et une grande symbolique. C'est plus compliqué pour les binationaux, hein, vous savez, c'est très compliqué. Oui, parce qu'en fait, il y a autant de situations qu'il y a de cas. Moi, j'ai vu par exemple des Marocains de nationalité, mais qui vivent en France depuis très très longtemps et qui vont encourager les Bleus. Vous savez, le football, c'est un peu comme le cinéma, c'est un peu comme la musique, c'est-à-dire c'est le rapport qu'on a avec l'équipe, avec la situation, qui fait qu'on va supporter une équipe. On va pas supporter l'équipe parce qu'on a la nationalité. Oh, quand même, pour la Coupe du Monde. Non, c'est parce qu'on a vécu quelque chose de particulier. Vous savez, moi, je suis d'origine sénégalaise. En 2002, j'ai supporté la France. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi avec cette équipe, j'ai vécu avec cette équipe, j'ai vibré, j'ai pleuré en 82 avec cette équipe, donc c'était la France. Et aujourd'hui, il y a des Marocains qui sont dans le même cas. Donc quand on parle de binationaux, il n'y a pas des choses qui sont figées, comme le voudraient d'ailleurs certains extrémistes qui disent n'importe quoi, qui sont dans les fantasmes. Il y a autant de nationalités qu'il y a de cas. Et en plus, moi je pense qu'il va y avoir des histoires extraordinaires aujourd'hui, avec des couples qui vont vivre des moments très très forts. Surtout parce que la France va l'emporter, j'en suis sûr. Oui, ça, on va voir sur les pronostics. Si tu le permets, Stéphanie, d'ajouter, c'est aussi, ça relève de la liberté individuelle. Exact. Le fait de supporter une telle ou telle équipe, c'est pas du tout, c'est au-delà de l'appartenance des fois. C'est une liberté individuelle. Et ce que fait, d'ailleurs, ce que vous avez cité, ce que fait l'extrême droite aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ni l'appartenance, ni les choix. Si aujourd'hui, je choisis de supporter le Maroc, c'est pas nécessairement parce que je suis marocaine ou parce que j'ai grandi au Maroc. Mais vous savez qu'il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a l'extrême droite qui nous parle de Charles Martel, alors qu'à l'époque de Charles Martel, le football n'existait pas, parce qu'il a été inventé à la fin du 19e siècle, donc à un moment, il faut remettre les choses en place. Et vous avez aussi, de l'autre côté, vous avez des suprémacistes noirs ou des suprémacistes arabes qui nous inventent aussi une sorte de fantasme. Donc il faut quand même savoir garder raison dans tout domaine, c'est-à-dire qu'il y a le sport, il y a ce sentiment d'appartenance qui est très chouette, il faut conserver. D'ailleurs, qu'on se retrouve tous ensemble, on a décidé de faire de dire pas trop de récupération politique. Pas trop de récupération politique et surtout pas de fantasme. Alors, récupération politique, peut-être non, mais enfin, Emmanuel Macron est tout de même allé au Qatar. Il avait dit qu'il irait pour cette demi-finale. Elliot, donc,
C'est Elliot qui est avec nous, oui, parce qu'on a 2 envoyés spéciaux sur nous. Elliot, est-ce que effectivement le fait qu'Emmanuel Macron soit arrivé sur place, ça a créé un petit peu de polémique ou pas? Parce qu'on a beaucoup, justement, il y a encore un certain nombre de partis politiques qui lui reprochent d'y être allé en disant finalement il aurait dû boycotter, même si c'est un sport populaire, lui en tant que président de la République aurait dû boycotter ces Jeux. Non, ici, ça n'a pas eu la même polémique qu'en France. Ça a été vraiment une polémique, surtout de différents partis politiques. Ça a été compris que le président de la République vienne soutenir cette équipe de France, une équipe de France qui doit être vraiment soutenue, comme ça a été le cas en 2018. Emmanuel Macron était présent lors de la demi-finale, puis ensuite lors de la finale. Alors la petite polémique peut-être, c'est de savoir s'il aurait dû faire un aller-retour si jamais la France va en finale ou s'il doit rester quelques jours, surtout pour l'empreinte carbone évidemment, mais pas plus de polémique que cela d'avoir le président de la République à une demi-finale de l'équipe de France de Coupe du Monde. Donc cette polémique qui est restée finalement à la maison, si je puis dire. Non, mais ça m'exaspère. Là, je suis vraiment exaspéré. Non, mais je suis exaspéré parce qu'ils vont donc reprocher au président de la République française d'aller soutenir l'équipe de France, mais les mêmes vont certainement regarder le match. Non, il représente un pays, il va représenter un pays, soutenir les joueurs, et c'est tout à fait normal qu'il se déplace. C'est une polémique à 2 balles, quoi. Idéal. C'est certainement un déplacement qui est très critiqué aujourd'hui, d'autant plus, et qui ne fait pas l'unanimité, d'autant plus avec les soupçons de corruption au sein du Parlement européen. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il a fallu critiquer l'octroi de la Coupe du Monde au Qatar, il a fallu le faire avant et pas maintenant. Aujourd'hui, peut-être s'il se déplace avec la casquette d'un chef d'État qui va supporter l'équipe de France. Il va soutenir les Bleus. C'est comme ça que vous le voyez. Aziza Naït Siba, vous êtes à Rabat. Racontez-nous un petit peu l'ambiance à Rabat. J'imagine que c'est électrique à un peu plus d'une demi-heure du match. Très électrique, Stéphanie. On entendait il n'y a pas très longtemps beaucoup de musique, comme si en fait ici les supporters s'échauffaient aussi, tout comme les joueurs qui sont à Doha. Beaucoup de gens attendent cette rencontre. C'est une rencontre sommet, comme on nous l'explique ici. Beaucoup de Marocains sont fiers de jouer la France. Ce sont les champions du monde. Ils sont aujourd'hui fiers de montrer au monde ce que vaut ce football marocain, d'expliquer aussi que c'était pas une coïncidence d'arriver jusqu'ici, si toutefois il y avait encore des doutes après avoir gagné l'Espagne et la Croatie, surtout l'Espagne et le Portugal jusqu'à maintenant, et d'avoir fait sortir les plus grands, les géants du football. Le Maroc aujourd'hui, les Marocains sont fiers d'être dans le carré d'or, les 4 meilleures équipes mondiales, mais ils sont surtout, ils nous disent qu'ils se projettent déjà avec l'Argentine en finale. Donc ils ne veulent absolument pas s'arrêter là. Walid Regragui d'ailleurs le disait en conférence de presse et rappelait que pour lui, c'était très bien d'être la première équipe africaine à arriver en demi-finale, mais que ce n'était absolument pas ça la finalité. Ils sont venus pour gagner. Ils veulent aujourd'hui faire rugir les lions et voir est-ce que le coq tiendrait devant. Alors justement, on va finir ce débat par du sport, uniquement du sport. Mais encore une dernière question, Silver, parce que tout cela se passe au moment où les relations entre la France et le Maroc sont mises à mal, avec notamment la baisse du nombre de visas en France. Donc il y a cette crise diplomatique, en fait, aujourd'hui, entre les 2 pays, et en même temps, effectivement, ce match. Donc est-ce qu'il y a un impact, un lien entre les deux, en tout cas l'impact de l'un sur l'autre? Vous savez, il y a la diplomatie du stade. Dans ce genre de rencontres, souvent les dirigeants se rencontrent. Peut-être que Mohamed VI et Emmanuel Macron se rencontreront dans le stade, ils prendront un verre et Mohamed VI est allé au Qatar ou pas? Parce que j'en suis pas sûr, à vrai dire. Non, alors peut-être ses représentants, mais en tout cas, il y aura des connexions qui vont s'établir justement pour l'histoire des visas. Mais vous savez, ce qu'on est en train de dire est très important pour 3 raisons. Tout d'abord pour le tourisme, parce que ça jette un coup de projecteur sur le pays, et Dieu sait que le Maroc a besoin, là, après la Covid, d'apporter des touristes. Deuxièmement, c'est l'organisation de la Coupe du Monde. Ils ont échoué 5 fois. Là, aujourd'hui, avec la position de l'équipe dans le dernier carré, ils vont pouvoir discuter avec la FIFA en disant en 2030, on la veut. En 2030, on va se positionner et on veut l'organiser, cette Coupe du Monde. Et troisièmement, là on pourra parler de sport, c'est le travail qui a été effectué depuis 2009, parce que c'est pas d'aujourd'hui, depuis 2009 sur cette équipe pour qu'elle arrive à ce niveau-là. Ce sont les 3 raisons importantes. Oui, Bdial, ça montre bien quand même qu'il y a une volonté d'influence de la part du Maroc, et d'ailleurs y compris dans justement cette formation des sportifs à travers le foot. Oui, je veux revenir d'ailleurs sur ce que vous venez de dire. Certainement aujourd'hui, les relations franco-marocaines sont très tendues, et comme vous le savez tous, aujourd'hui, la France n'a pas d'ambassadeur au Maroc et vice-versa. Mais je crois que ce match viendra apaiser les tensions. Il y aura peut-être un rapprochement franco-marocain, parce que la visite
de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est prévu demain à Rabat. Et donc, peut-être ça peut apaiser les tensions. Une visite qui est prévue, on saura demain qui est justement le finaliste. Et quel que soit le vainqueur, je crois que ça sera une fête et une occasion de recréer les liaisons entre les deux pays. Alors Sylvain, vous le disiez, il y a beaucoup de binationaux et il y en a un en particulier dont on parlait qui est Walid Regragui, le sélectionneur. Il est franco-marocain. D'après ce que j'ai lu, il est né à Corbeil. D'ailleurs, on va l'écouter à ce sujet. Alors, je suis né en France, j'ai la double nationalité. C'est un honneur et un plaisir de rencontrer la France, mais c'est que du football. Donc voilà, moi je suis entraîneur de mon équipe nationale. On va jouer la meilleure équipe du monde et ce qui m'importe, c'est pas de jouer contre la France ou l'Angleterre ou le Brésil, c'est de me qualifier. Maintenant, c'est sûr que ça va être particulier, surtout pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Mais moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui me trouble pas et qui m'intéresse pas du tout. Je suis là en tant qu'entraîneur de football et ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Et on joue un match de football et ça doit être la fête. Et je pense que pour tous les binationaux franco-marocains, ça doit être une fête. Et quoi qu'il arrive, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs, que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou la France. Parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important. Gernot Rohr, parce que c'est vrai que, en fait, d'après ce que j'ai lu, pratiquement la moitié de l'équipe marocaine vit à l'étranger. Ou alors, soit ils sont binationaux, soit effectivement ils vivent à l'étranger. Donc c'est intéressant. Oui, comme souvent dans les équipes africaines, nos meilleurs joueurs jouent en Europe, dans des grands clubs, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Et c'est le cas aussi pour les Marocains, qui ont quand même réussi à avoir quelques joueurs de leur championnat local, parce que depuis des années et des années, le Maroc a très très bien travaillé, que ce soit sur ses infrastructures ou dans la formation des jeunes de l'Académie Mohamed VI. Et ils ont à Rabat un centre d'entraînement exceptionnel avec une dizaine de terrains, de belles pelouses, avec un hôtel où l'équipe nationale peut se préparer. Donc vraiment, le Maroc a mérité d'être là. Et que ça reste un match de football, il vient de le dire, Regragui, il a bien raison, c'est très important de le souligner, ça ne va pas au-delà. Et si, à la fin de ce match, on peut se séparer en amis, ça serait vraiment formidable. Ça serait formidable. Déjà arrivé à la demi-finale, c'est un succès pour le Maroc. Voilà. C'est déjà un succès pour le Maroc. Alors, ce n'est pas évidemment ce que vient de dire son entraîneur. Hein. Ils veulent vraiment aller en finale, ils veulent gagner. Elliot Samuel, toujours au Qatar pour nous. La France a-t-elle du souci à se faire? Les Bleus, ça va être difficile pour eux. On parle beaucoup de la défense du Maroc. En fait, une défense qui est encore plus forte que prévu. Ah oui, c'est une défense incroyable, même un seul but encaissé. Là, c'est la meilleure défense depuis le début de cette compétition. Et les Bleus, ils ont été très élogieux ces derniers jours sur cette équipe marocaine. Ils ne veulent surtout pas d'excès de confiance, surtout pas prendre de haut ces lions de l'Atlas. Et Walid Regragui qui a même renforcé sa défense pour cette rencontre. On a eu les compositions d'équipe il y a quelques minutes. Il a changé son dispositif, l'entraîneur de cette équipe du Maroc, avec finalement 5 défenseurs, avec Aguerd et Saïs qui étaient incertains. Ils seront bien finalement titulaires, avec aussi El Yamik qui est aligné dans cette défense à 5 aux côtés d'Hakimi et Mazraoui qui eux étaient attendus. Ils renforcent donc cette défense. Ça va être évidemment très compliqué de passer ce mur marocain si impressionnant. Les Belges n'ont pas réussi, les Croates n'ont pas réussi, l'Espagne et le Portugal non plus n'ont pas été capables d'inscrire un seul but à cette équipe marocaine depuis que Walid Regragui en fait est arrivé en fonction dans cette équipe marocaine. C'était à la fin de l'été, ils n'ont encaissé qu'un seul but, c'était contre le Canada en phase de groupe. Silver, est-ce que effectivement Yacine Bono, donc le gardien de but, il peut vraiment faire la différence? Est-ce qu'il y a une méthode côté équipe marocaine qui fait qu'effectivement vraiment les Bleus, ça ne va pas être facile? Ah oui, la méthode, on l'a vu à l'œuvre, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le bloc bas. C'est une défense qui est très très basse et surtout elle est très bien coordonnée, c'est-à-dire qu'elle colise très facilement et très rapidement avec un développement physique qui est très impressionnant. C'est ce qui a permis à cette équipe de ne pas encaisser de but. Sauf que moi je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec cette équipe de France, c'est qu'il y a 3 génies.
Donc il y a Mbappé qui va être face à Hakimi. Il y a un génie dont on ne parle pas beaucoup, c'est Griezmann, qui, à mon avis, sera la clé de cette équipe. On en a parlé, ensuite, on commence à en parler plus d'ailleurs. Oui, mais Griezmann sera vraiment la clé de cette équipe. Et ensuite, il y a Dembélé, qui est fantasque et qui peut faire des malheurs. Ces trois, s'ils se livrent et s'ils sont bien coordonnés, s'ils arrivent justement à perturber les Marocains, parce que les Marocains, vous savez, ils m'ont fait passer un peu aux Croates. C'est-à-dire qu'ils arrivent à distiller le doute dans toutes les équipes qu'ils ont fait rencontrer. Vous savez, comme quand on joue au foot dans la cour de l'école, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est le défi. Ce défi, ils l'ont fait avec toutes les équipes en disant venez, venez, venez. Et il y a un moment, ce défi physique et dans le regard et dans le non-verbal, ils ont très bien réussi à le faire, les Marocains, un instant dans le doute. Maintenant, ils sont face à une équipe de France qui a l'habitude de ce genre de comportement, qui a l'habitude des grands moments, même si on va jouer à l'extérieur, puisque le stade serait complètement marocain. Et justement, comme on va jouer à l'extérieur, le stade sera complètement marocain, je crois que les joueurs marocains n'ont pas l'habitude de cette pression, de cette pression émotionnelle. Ah, donc ça serait plus dur pour eux, alors qu'on dit justement que pour les Bleus, il y aura moins de supporters, donc émotionnellement, ça va être aussi quelque chose de nouveau. Oui, d'ailleurs, j'aimerais m'attarder un petit peu sur la composition de la sélection marocaine. Aujourd'hui, la particularité de cette sélection, ce n'est pas la compétence, même s'il y a beaucoup de talents, il y a des compétents, il y a des joueurs du haut niveau, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Yacine Bouno, que tu viens de citer, Stéphanie, mais la particularité de cette équipe, c'est plus le cœur et l'état d'âme. Aujourd'hui, le fait d'arriver à la demi-finale, c'est déjà un exploit pour le Maroc. Et c'est la volonté de pouvoir arriver à une finale. Je suis pas d'accord, c'est pas un exploit. À une finale. Pas un exploit. Si, c'est pour un pays. C'est la première fois qu'un pays africain et arabe arrive à la demi-finale. C'est inédit. Alors c'est là que je veux en venir. C'est inédit, mais quand on voit tout le travail que le Maroc a fait depuis 2009, et qui est vraiment extraordinaire au niveau du foot et qui même va plus loin, c'est au niveau du sport. C'est-à-dire que Mohamed VI, comme vous le savez, a énormément investi dans le sport, notamment dans l'académie royale des Et là, il sports. récupère le travail de 2009. Donc c'est tout à fait normal. Vous savez, ça me fait penser à la France de 98, quand ils ont gagné la Coupe du Monde pour la toute première fois. C'était inédit, mais c'était pas un exploit. C'est tout à fait normal parce qu'il y avait une génération de... Donc ce n'est pas historique déjà, simplement cette affiche de ce soir. C'est inédit, mais je veux dire, il ne faut pas qu'on considère qu'ils sont arrivés là par hasard. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une construction, il y a un football amateur, il y a une construction d'un football amateur, il y a une construction d'un football professionnel qui a amené cette équipe-là et elle est là à sa place en demi-finale. En fait, c'est un exploit, pas dans le sens technique du terme, mais c'est un exploit pour tout un peuple. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à rêver. Et c'est ça ce qui était difficile. C'est aujourd'hui, l'équipe marocaine a transcendé l'archétype du champion de la Coupe du Monde. Vous savez que nous allons briser ce rêve aujourd'hui. Pardon ? Nous allons briser ce rêve aujourd'hui. On verra ça. Je ne l'espère pas en tout cas. On reviendra justement, on parlera pronostic à la fin du débat. Gernot Rohr, est-ce que c'est déjà historique, ce face-à-face, ce match, ce soir ? C'est historique, bien entendu, parce que déjà, jamais une équipe africaine n'est arrivée à ce niveau-là. Ensuite, France-Maroc, dans une Coupe du Monde, c'est du jamais vu. Et on a eu aussi l'impression que la performance de cette équipe sur le terrain, mais aussi en dehors, parce qu'elle a un état d'esprit de solidarité, de combativité, et aussi de joie de jouer, qui est quand même assez exceptionnel. Et l'exploit sportif est là parce que personne ne s'y attendait avant la compétition que le Maroc puisse arriver en demi-finale. C'était vraiment complètement inattendu. Mais quand on a suivi le match et quand on voit comment ils jouent, assez atypique pour une équipe africaine. Ce n'est pas un football champagne, ce n'est pas un football à base d'intuition et imagination. C'est un football rigoureux, un peu à l'européenne. Ils ont réussi avec solidité et avec combativité, intelligence à arriver jusque-là. Et c'est aussi possible qu'ils arrivent en finale. Et c'est aussi possible parce que dans le football, contrairement à d'autres sports, le soi-disant petit, il peut gagner contre le plus grand. Et on va voir, mais je pense que ça va être très difficile ce soir pour les Marocains malgré tout parce qu'ils se sont un peu épuisés à travers ce parcours formidable. Et peut-être que les joueurs n'ont pas aussi l'habitude que les Français de faire tous ces grands matchs en si peu de temps. Elliot, est-ce que c'est effectivement l'équipe expérimentée d'un côté, les Bleus, et puis l'équipe un peu plus novice, entre guillemets, le Maroc de l'autre côté? Est-ce que c'est un peu comme ça? Alors je vois que 64% des Français, eux, voient les Bleus remporter la compétition.
Oui, alors ce sondage, évidemment, on verra si il se réalise après sur le terrain. Mais oui, ce brin d'expérience côté bleu, évidemment, c'est sur quoi ils veulent miser les hommes de Didier Deschamps. Plusieurs joueurs, évidemment, étaient déjà là en 2018. Ils ont déjà joué une demi-finale de Coupe du Monde. Le Maroc est attendu au tournant, en fait, parce que Walid Regragui, il l'a dit, on l'a entendu en conférence de presse, les Marocains ils ne sont pas là pour faire de la figuration. Pour l'instant, il le dit, on n'a pas réussi notre mondial, notre but, c'est d'aller en finale. Donc, ils se sont mis un peu finalement peut-être la pression. On va voir comment ça se traduit sur le terrain. Mais Walid Regragui, il veut vraiment que son équipe réponde présent et aille en finale. Et sinon, pour lui, ce serait peut-être un échec en fait. Donc les Bleus, ils vont miser sur ce brin d'expérience. Pour eux, ils le savent, il va falloir attaquer d'entrée, attaquer fort ce match. Les Marocains, ils n'ont jamais été menés dans cette compétition. Donc évidemment, ce serait intéressant de voir si les Bleus ouvrent rapidement le score, comment le Maroc est capable de réagir. Et peut-être à ce moment-là, des espaces vont s'ouvrir et ça serait très intéressant pour l'équipe de France et pour des joueurs comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé par exemple. Sylvain, donc c'est le début du match qui va être déterminant? Oui, le début du match, en fait, c'est l'ensemble du match. Dès le début du match, il va falloir, en fait, c'est l'épreuve de force dès le début. C'est-à-dire qu'ils vont se jauger très rapidement, mais ils vont entrer dans le vif du sujet parce que c'est un match à élimination directe. Avec un duel qui va être très intéressant, c'est Hakimi et Mbappé, qui sont amis dans la vie, qui Alors justement, on va voir ces images des deux, Hakimi et Mbappé, qui sont amis dans la vie. On peut être amis dans la vie et de très bons adversaires. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'ils vont se donner des taquets aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vont y aller physiquement et surtout qu'Hakimi va essayer de montrer à Mbappé qu'il est le meilleur latéral droit au monde. Sauf qu'il y a une petite chose, c'est-à-dire que vous savez, Mbappé, quand il va faire ses enchaînements, il les fait naturellement. Sauf que là, il va se dire, on les voit ensemble. Là, quand il va être face à lui, il va se dire, il connaît mes trucs, donc il va commencer à réfléchir. Et il y a peut-être le dixième de seconde qui va pas lui permettre de faire son enchaînement. Et Hakimi, il va se dire la même chose. Il sait de quel côté je vais le tacler, comment je vais le tacler. Donc le duel va être assez intéressant, voir de quelle manière ils vont se livrer, mais ils vont se livrer à fond. Et c'est ça qui va être intéressant. Ça va être à fond. Ibtial, pardon. Je dirais tout le match. Tout le match, ça va être chaud. Ça va être un match équilibré entre les Vous dites équilibré plutôt entre les deux équipes? Oui. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une équipe qui a souffert et une autre équipe qui a plutôt fait souffrir. C'est un peu l'équipe du Maroc a du cœur. Donc j'y crois. Mais après, le corps, vous savez, physiquement... Elle a plus la niaque, peut-être, aussi. Non, mais physiquement, on a vu notamment contre le Portugal, il y avait des crampes tirées, et là, il y a eu les prolongations. Oui. On sent que physiquement, ils sont marqués physiquement. Donc c'est pour ça qu'ils renforcent la défense, et je comprends qu'ils mettent une défense à 5 parce qu'il faut soutenir. Et d'ailleurs, Walid Regragui l'a dit lors de la conférence de presse hier, il a dit qu'on n'est pas fatigué, mais l'essentiel pour nous, c'est de gagner le match. C'est pas la possession du ballon qui compte, mais la victoire qui compte. Et je crois qu'il va intéressant parce qu'en fait, pour gagner. Ces conférences de presse, elles sont extrêmement intéressantes parce que tout est dit. C'est-à-dire qu'il y a la communication pour ce match. En gros, pour ceux qui ont déjà fait du sport, l'entraîneur, c'est la causerie, il dit vous allez leur marcher dessus. C'est-à-dire que là, c'est au mental, c'est au moral, mais il prépare aussi le prochain match, que ce soit la finale ou la petite finale. Parce que la petite finale sera importante aussi. Il y a la possibilité de repartir avec la 3e place, avec la médaille de bronze. Donc, et en fait, s'il avait dit ce discours-là dès le premier match, on l'aurait pris pour un fou. Là, il est dans le bon timing. Et il aura un autre discours aussi, après l'échec, parce que je pense que ce sera l'échec, après l'échec justement, pour la 3e place. Je l'espère pas. Gernot Rohr, cette amitié entre Mbappé et Hakimi, est-ce qu'au contraire, ça peut être un problème de trop connaître finalement son adversaire et d'avoir un rapport très amical avec lui? Je ne pense pas, parce que c'est des professionnels et ils savent que ces choses-là peuvent arriver. Ça arrive tous les jours à l'entraînement. On est adversaire, on n'est pas toujours dans la même équipe à l'entraînement. Donc, ils se sont déjà affrontés dans des matchs à l'entraînement. Et là, c'est la compétition, donc ça va être très intéressant parce que Hakimi, avec ses montées offensives, poste d'arrière droit, c'était aussi mon poste. Donc, j'ai joué là sur le côté droit et je sais qu'on a envie d'apporter beaucoup. Est-ce que Mbappé va être chargé de le suivre? Est-ce que Mbappé va le laisser partir et attendre que le ballon soit récupéré pour juste profiter d'une certaine liberté? Ça va être intéressant tactiquement, comment ils vont se comporter et comment les deux entraîneurs vont organiser leur équipe sur ce plan-là. Mais il n'y a pas que les deux, il y a tellement de duels sur le terrain. Il y a aussi évidemment Giroud avec son jeu de tête et Dembélé qui va pouvoir alimenter son avant-centre. Et Griezmann derrière avec ses passes décisives. Donc ça va être un match très très intéressant, pas seulement entre Hakimi et Mbappé bien sûr, mais avec tous les joueurs qui auront toujours des duels
duels à faire. Sylvain. Vous voyez cette image qui est juste derrière vous? On voit Mbappé et Hakimi quelque part dans le symbole. Vous savez quoi? C'est l'Afrique. Parce que Mbappé, son père est français d'origine camerounaise et sa mère est française d'origine algérienne. Et vous voyez le symbole? Là, ils se prennent la main. Ils se prennent là autour du cou. Et on a donc un Marocain qui tient un Français d'origine algérienne. Ça dit beaucoup de choses dans le symbole, dans ce qui se passe aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie, je trouve. Elliot, quels sont en fait, je dirais, les points faibles des Bleus face au Maroc? Point faible, on peut citer la défense. D'abord, les Bleus, ils ont encaissé un but à chaque rencontre. C'est la première fois en fait qu'ils retrouvent une demi-finale d'un tournoi majeur après avoir encaissé un but dans chaque rencontre. Donc oui, c'était sur penalty lors du quart de finale et lors du huitième de finale, mais il y avait eu 2 pénaltys concédés lors de ce quart de finale face à l'Angleterre. C'est passé par un trou de souris, il faut le dire, lors de cette rencontre. Donc évidemment, il faudra que défensivement les Bleus montrent un peu plus de solidité. Et puis, c'est pas le point faible, c'est le point d'interrogation. C'est Youssouf Fofana qui va être titularisé en la place d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui est malade, il n'est même pas sur la feuille de match. Son état grippal l'a empêché de venir au stade, il est resté à l'hôtel. Donc c'est le point d'interrogation, Youssouf Fofana qui remplace donc Rabiot et qui avait fait une prestation assez décevante lors de sa titularisation face à la Tunisie en phase de groupe. Sylvain, c'est le point, effectivement, point d'interrogation. Rabiot donc, et Upamecano qui sont forfaits. Et oui, puis, parce donc, que Fofana, effectivement, Fofana, par rapport à sa production du dernier match, il y a la déception. Mais Didier Deschamps, vous savez, c'est un sacré meneur d'hommes. Je pense qu'il a dû resserrer les boulons avec Fofana. Et le joueur en lui-même, il a dû faire son autocritique. Donc, on va voir de quelle manière il va se comporter. C'est vrai qu'il y a une déception, parce que Rabiot, depuis le début, a montré un volume de jeu exceptionnel et extraordinaire. Et c'est vrai que ça a manqué à l'équipe de France. Donc, Fofana ose son jeu pour être au niveau d'un Rabiot aujourd'hui, et ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, donc ça serait là un peu peut-être le point faible. Sur Konaté, j'ai pas trop de soucis parce qu'il a l'habitude. Vous savez, jouer à Liverpool dans le championnat anglais, Ligue des Champions, donc il a joué à Leipzig aussi, donc il a l'habitude de ces grands rendez-vous. Le travail qu'ils ont dû faire en commun avec toute l'équipe pour se mettre ensemble dans le même chemin, enfin, que je pense qu'ils seront au rendez-vous. Après, vous savez, c'est l'incertitude du sport. Hein. Oui. Parfois, on est au rendez-vous, vous savez, ce qu'on appelle les jambes en coton. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à courir, vous n'êtes pas là, ça ne fonctionne pas. Et j'espère que ça ne va pas arriver à l'équipe de France. J'espère que ça n'arrivera pas non plus à l'équipe du Maroc pour qu'on ait un grand match. Pour qu'on ait un grand match. Ouais. Ibdihal, Yacine Bonou, hein, celui qu'on appelle Bono, c'est le gardien de but marocain. Lui, il peut vraiment faire la différence. C'est un petit peu la star de l'équipe. Oui, c'est vraiment... le Maroc a vraiment la chance d'avoir cette star dans son équipe, dans sa sélection. Il faut savoir que, vous l'avez souligné au début de l'émission, mais le Maroc, il a encaissé depuis le début de la Coupe du Monde un seul but, et c'est contre son camp. C'est même pas de la part des autres équipes. Donc j'espère qu'il va faire la différence en tout cas, même si ça va être un peu difficile ce soir. Sa chance, c'est qu'il a une forme d'insouciance. Notamment quand sur les pénaltys, il sourit, on le voit, il est très heureux. Il a une forme d'insouciance. C'est-à-dire qu'il est dans le jeu. C'est une force ? Ah, c'est une force énorme. Oui. Parce qu'il n'y a pas de pression, justement. Oui, ça donne de l'aisance. Voilà, ça donne de l'aisance. Donc il est là pour la performance et il est là pour se faire plaisir. C'est du sport, c'est du plaisir. Ça peut désarmer, oui, effectivement, surtout sur la séance de pénalty avec quelqu'un qui sourit. Et même son humilité, si vous l'avez remarqué lors des conférences de presse, il est très modeste, avec une certaine humilité. Il dit que c'est grâce à toute la sélection, c'est pas que grâce à moi, même les pénaltys. Et c'est toujours avec un large sourire qu'il accueille les journalistes. Elliot, une dernière question, parce que je sais que vous devez nous quitter pour justement aller assister à ce match. Bon, j'imagine qu'il y a une forme d'excitation qui monte là, sur place. Oui, évidemment, l'excitation qui monte, les supporters qui sont quasiment tous rentrés dans ce Al Bayt Stadium, évidemment, des supporters des Lions de l'Atlas qui croient à cet exploit, qui ne veulent pas s'arrêter là, évidemment, qui rêvent de cette finale face à l'Argentine, face à des supporters français qu'on a pu voir assez confiants, qui ne veulent pas prendre de haut cette équipe marocaine, mais qui voient bien l'équipe de France passer, évidemment, et qui rêvent d'une finale entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. C'est évidemment la finale rêvée ici pour tous ces supporters français, mais aussi pour de très nombreux supporters ici au Qatar. Merci Elliot, on vous laisse donc prendre place dans le stade Mbappé-Messi. Ça serait une sacrée affiche, Gernot Rohr. Évidemment, ça serait une affiche très attendue.
très spectaculaire. Et on la souhaite, évidemment, sans sous-estimer que le Marocain a aussi de très beaux joueurs qui mériteraient aussi d'y aller. Mais un duel entre Messi et Mbappé, deux des meilleurs joueurs du monde, serait magnifique. Et aussi une opposition de style entre l'Argentine et la France serait également intéressant. Yves Diral. Bah moi, je dirais une finale Maroc-Argentine. Ça serait beaucoup plus intéressante parce que c'est la première fois qu'une équipe arabe, africaine arrive à ce stade. Donc, ça sera formidable que le champion de cette année, de cette Coupe du Monde, soit africain ou arabe. Donc, Pour l'instant, en tout cas, les jeux sont évidemment pas faits du tout. On va voir un peu ce qui va se passer, même si vous pensez, votre pronostic, ce serait... Ah ben moi je vois France-Argentine avec la France qui l'emporte pour la première fois, le doublé français, et Mbappé qui rejoindrait Pelé, ce serait extraordinaire. Je rêve de voir ça dimanche. Voilà, c'est pour ça que j'espère que là la France va l'emporter sur le Maroc, même j'en suis sûr. Et un pronostic pour ce soir, vous? Ah, je vois 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Ouais. Oula, moi je suis très nulle là-dessus, mais je dirais, pour être réaliste, je dirais un match nul, et ça va finir par des tirs au but, au profit du Maroc. Et je dirais que ce qu'a dit la dernière fois Shakira, "This time is for Africa". Donc, et alors, je l'espère. Gernot, vous avez un pronostic pour ce soir? Oui, bien sûr, j'ai un pronostic. Ce qui me chagrine un peu, c'est le forfait de ces deux joueurs qui sont quand même importants, Rabiot et Upamecano, qui avaient fait un très bon tournoi, et les remplacer à la dernière seconde avec Fofana qui est passé un petit peu à côté du sujet contre la Tunisie. Voilà, ça va être très, très, très serré. Moi, je pense qu'il y aura une toute petite victoire de la France, on va dire 1-0. 1-0, donc oui, donc finalement c'est Silver qui est le plus favorable à la France, enfin en tout cas dans son pronostic. Oui, le plus optimiste pour la France. Le plus optimiste pour la France. Et à quoi est dû cet optimisme? Parce que je pense qu'il y aura deux buts, un but de Griezmann et Dembélé. Alors c'est que des pronostics, hein, ça, vous voyez, là c'est un peu du pronostic de comptoir. Mais je vois bien Dembélé et Griezmann parce qu'ils vont se focaliser sur Dembélé et les deux artistes vont se libérer. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il va y avoir une pression sur place incroyable parce que tous ces supporters qui vont soutenir le Maroc, ça va quand même aller plutôt jouer favorablement pour le Maroc. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, des fois, ce qui compte, plus que la technicité, plus que la performance et le talent, c'est l'état d'âme. Et c'est le mental. Et aujourd'hui, je crois, l'équipe et la sélection marocaine, ils sont assez forts là-dessus et ils peuvent faire la différence. Gernot, est-ce que justement le fait que le stade soit plein de supporters pour le Maroc, est-ce que ça peut justement aider plutôt le Maroc ou ce qu'a pu dire Silver, au contraire, c'est presque trop de pression pour eux? Non, ça peut se transformer en soutien énorme pour l'équipe marocaine. Si le stade est pratiquement comme un 12e homme, ça peut libérer encore des forces inouïes dans cette équipe marocaine. Il y a une pression qui est là. C'est sûr que voilà, il ne faut pas se griser parce qu'on est arrivé là et croire que c'est déjà la finale. Mais je pense que cette équipe marocaine aura le soutien du stade et avec ce 12e homme, elle sera capable, encore une fois, de se surpasser. D'ailleurs, l'entraîneur marocain Walid Regragui l'avait souligné la dernière fois lors de la conférence de presse. Il a dit « Ce qui me motive le plus, ce qui me pousse le plus, c'est quand j'entends les supporters dire « Sir ». « Sir » en arabe, c'est-à-dire « Vas-y, fais-le ». Et donc, cet engouement et cette ardeur au côté supporter, je crois que ça peut créer la surprise. Ah, c'est vrai que du côté des Bleus, ça ne sera pas du tout le cas, parce qu'il y a un certain nombre de supporters. Bon, il y a le président de la République, mais enfin, c'est beaucoup moins important. Ils seront 3000. 3000 supporters. 3000 supporters français. Donc, maintenant, combien 40 000. 40 000 supporters pour le Maroc. Pour le Maroc. Non, mais vous savez, c'est des ambiances auxquelles ils sont habitués. Ils sont habitués à ce genre d'ambiance, parfois hostile. Là, ce ne sera pas hostile, mais parfois hostile. Donc, ils sont entraînés. Comme l'a dit Gernot, ce sont des professionnels. Ils sont préparés pour ça. Leur objectif, c'est d'être champion du monde. Plus les Français que les Marocains qui, eux, sont programmés pour ça. Les Marocains, effectivement, c'est un peu une surprise, mais les Français sont programmés pour ça. C'est intéressant parce que vous dites il y a une méthode marocaine, finalement, tout ça est un petit peu logique, et en même temps, vous avez été surpris, c'est ça? Non. Il est sur le jeu, c'est-à-dire que le jeu, le fait qu'ils soient là, ils sont à leur place. Mais en revanche, les Français, depuis qu'ils sont qualifiés, et Mbappé l'a dit, il a dit j'ai basé ma saison pour être champion du monde. C'est-à-dire qu'en arrivant, il s'est dit je vais être en finale. Alors que les Marocains ne se l'ont pas dit. C'est au fil du temps, quand ils ont pris confiance en eux, qu'ils se l'ont dit.
Ibtial, vous êtes d'accord? C'est un rêve qui a commencé tout petit et qui a grandi lors de la compétition. Donc du coup, et c'est petit à petit qu'ils ont pris confiance. C'est vrai, parce que comme je disais tout à l'heure à une de mes collègues, si moi-même on m'a posé la question au début de la Coupe du Monde et on m'a dit quels sont tes pronostics pour la sélection marocaine, je dirais 8e de finale, et même pas, je n'aurais même pas imaginé le quart de finale, parce que c'est en cours de route qu'on a pris confiance en soi et qu'on s'est dit que peut-être ça peut être vrai, c'est véridique ce qu'on voit, c'est véridique ce qu'on regarde, et le Maroc peut créer la surprise. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe africaine, on parlait plutôt du Sénégal, en se disant que le Sénégal... Non, dès que Sadio Mané a été déclaré forfait, moi, malheureusement, je comptais beaucoup sur le Sénégal, mais avec le forfait de Sadio Mané, on ne pouvait plus y arriver. Non, le Maroc faisait partie des équipes favorites parmi les équipes africaines. Mais vous savez, quand on parle de force, moi je me souviens d'une anecdote avec Lilian Thuram. En 2006, sur la Coupe du Monde, on prend un verre quelques semaines avant la Coupe du Monde. Je lui dis, bon, c'est quoi? C'est quart de finale pour l'équipe de France? Il me dit, non, Sylvain, on va la gagner. Finale. Bon, je dis, non. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font finale. C'est-à-dire qu'il était programmé, il s'était mis dans cette position d'aller jusqu'au bout. Et mais c'est pas seulement mental. Ah mais non, il faut avoir le coffre. Mais vous prenez, sur cette Coupe du Monde, il y avait quoi? Il y a peut-être 6-7 équipes qui pouvaient se dire ça raisonnablement. Se dire, OK, on y va pour gagner la Coupe du Monde. Peut-être pas les Japonais, peut-être pas les Coréens, mais chez les Européens, oui. Chez les Africains, il n'y en avait pas. Et maintenant, le Maroc, oui, maintenant, sont dans ce groupe-là. Il faut souligner aussi un autre point, c'est que Walid Regragui, l'entraîneur de la sélection marocaine, il a pris les mains de l'équipe 3 mois avant la Coupe du Monde. Ce qui est quand même... Et l'équipe était dans un état quand même dans le flou total. On ne savait pas c'est qui. Il a réussi à rassembler les joueurs sous peu de temps. Donc c'est incroyable ce qu'il a fait. Et surtout la cohésion et l'unité qu'il a créée au sein du groupe. Gernot, vous aussi, vous pourriez saluer justement l'entraîneur de cette équipe marocaine en particulier? Absolument, oui. Il a insufflé un état d'esprit nouveau qu'on ne connaissait pas aux Marocains. Il a su, comment dirais-je, leur faire perdre leur complexe. Mais malgré tout, quand vous arrivez seulement 3 mois avec une compétition, c'est aussi grâce un petit peu au travail qui avait été fait en amont. Il y a eu un autre entraîneur qui les a qualifiés pour la Coupe du Monde, qui est parti, mais a créé quand même les bases pour ce succès. Et malheureusement, souvent, on oublie le travail de celui qui était là avant, mais il pouvait profiter aussi du travail d'Hervé Renard, qui était là il y a quelques années, à la dernière Coupe du Monde. Et je pense que là, déjà, les bases ont été jetées pour que le Maroc, avec ses super structures pays et ce soutien qu'il a, eh bien, puisse arriver maintenant jusqu'en demi-finale. Ça ne s'est pas passé en 3 mois. Oui, depuis 2009, depuis la création de ce centre exceptionnel, comme le dit Gernot. Et ensuite, vous savez, dans une fédération, il y a une direction technique nationale, c'est-à-dire qu'il y a un cap qui est donné. On va construire un football, on va donner l'identité à un football. Si vous prenez par exemple, alors Gernot pourra en parler, le football allemand, qui passe complètement à travers, parce qu'ils ont voulu complètement nier, si vous voulez, la personnalité. Ils ont voulu qu'il n'y ait pas à la limite de stars dans cette équipe, c'est pour ça qu'ils sont complètement en perdition. Donc là, ils font appel, par exemple, en Allemagne, aux stars, aux anciennes stars, pour reconstruire ce football et pour donner un cap. Aujourd'hui, donc si le football marocain en est là, c'est parce qu'il y a un cap qui a été donné par la direction technique nationale et différents sélectionneurs qui ont décidé d'adhérer à cette politique de football qui aujourd'hui porte ses fruits. Comme l'a fait Aimé Jacquet en son temps avec l'équipe de France. C'est exactement la même chose. Et si l'équipe de France aujourd'hui est à sa 3e finale, ça vient de ce Aimé Jacquet et de tout l'ensemble de la direction technique nationale qui a donné le cap, qui construit le football français. Merci beaucoup, Sylvain Henry Cissé, d'avoir été avec nous. Merci Ibtial Tella, journaliste à France 24. Merci à vous, Gernot Rohr. Vous étiez avec nous par Skype de Bordeaux. Merci à Elliot Samuel, qui nous a quitté un peu plus tôt pour justement participer, pour assister à ce match dans le stade. Un match qui démarre dans 5 minutes maintenant. Ce match, cette demi-finale, France-Maroc. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous.